Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Alors, est-ce que ça définit? Voilà. Donc, qui est définie comme une obstruction, qui est définie comme une obstruction partielle ou totale d'une ou plusieurs artères destinées aux membres inférieurs, souvent d'origine athéromateuse. Elle est caractérisée par une évolution chronique et progressive avec développement d'une circulation collatérale grâce à la marche, qui peut être émaillée d'épisodes aigus, fissuration, thrombose, embolie et anévrisme. Donc, la prévalence de cette pathologie est de 10% de la population mondiale. Je vais juste mettre le pointeur, avec un pic entre 60 et 75% chez les hommes et 70 et 80 ans chez les femmes. Elle est plus fréquente chez les sujets âgés avec prévalence supérieure à 20% après 70 ans, avec un sexe ratio homme-femme avant 65 ans, 3 pour 1. Donc, diverses étiologies ont été rapportées, notamment des causes inflammatoires comme la maladie de Buerger, Takayasu, des causes infectieuses, dégénératives ou encore des microtraumatismes. Mais dans 90 à 95% des cas, la cause essentielle est l'athérosclérose. L'étude REACH, Reduction of Atherothrombosis for Continued Health, a recueilli des données sur les facteurs de risque ainsi que l'association avec d'autres maladies cardiovasculaires. D'un total de 77 888 patients âgés de 45 ans ou plus, provenant de 5 400 structures différentes dans 44 pays, ces données suggèrent qu'à l'échelle mondiale, le tabagisme et le diabète sont les facteurs de risque les plus importants de l'AOMI et illustrent également le fort chevauchement de l'AOMI avec d'autres maladies cardiovasculaires. L'HTA, quant à elle, est présente chez près de 50% des patients et multiplie par 2 le risque de développer une AOMI. La dyslipidémie, outre l'augmentation du LDL, le profil dyslipidémique le plus fréquemment retrouvé, associé hypertriglycéridémie et HDL bas. Donc, chez les patients atteints d'athérothrombose établie, la maladie polyvasculaire symptomatique était courante dans le registre REACH. Un des 6 patients atteints de coronaropathie, maladie cérébrovasculaire ou AOMI, avait une atteinte symptomatique de 1 ou 2 autres lits artériels. Comme vous pouvez le constater ici, 61% des patients qui ont été diagnostiqués d'AOMI avaient une atteinte conjointe soit coronaire, soit cérébrale ou les deux. Cette découverte souligne la nature diffuse de l'athérothrombose et implique que l'athérothrombose est mieux traitée comme une maladie systémique. L'athérothrombose est un processus physiopathologique complexe qui peut être associé à de multiples conséquences cliniques en fonction de sa localisation. Il existe des liens épidémiologiques forts entre les atteintes des différents territoires. Donc, d'après les données de l'étude de Framingham, qui sont résumées dans ce tableau-là, l'existence d'une atteinte de l'un ou l'autre des territoires augmente très sensiblement le risque de voir apparaître des manifestations cliniques traduisant une autre localisation de l'athérothrombose. Ici, vous avez un bref aperçu de la physiopathologie de l'athérosclérose. Donc, en fait, l'évolution des plaques d'athérosclérose est très lente. Elle peut se faire sur plusieurs dizaines d'années et comporte diverses étapes. Donc, la genèse de la plaque fait intervenir la pénétration et l'accumulation des lipoprotéines dans l'intima artériel, le recrutement des monocytes dans l'intima et leur transformation en macrophages puis en cellules spumeuses, ainsi que la formation du centre athéromateux et de la chape fibreuse. Donc, en fait, la plaque adulte va augmenter progressivement de volume sans nécessairement entraîner d'effet proportionnel sur la lumière du fait du phénomène de remodelage artériel. La gravité de l'athérosclérose tient essentiellement au risque permanent d'accident aigu thrombotique. À l'origine de la thrombose, on trouve habituellement une rupture ou une érosion de plaque qui met en contact le sang avec les éléments thrombogènes. L'évolution de la thrombose artérielle est variable. Dans certains cas, elle disparaît du fait de la thrombolyse physiologique ou de l'incorporation, ce qui reste assez rare. Parfois, elle est responsable d'embolisation distale. Dans les autres cas, elle aboutit à une occlusion totale de la lumière du vaisseau. L'évolution athérothrombotique de la plaque n'est pas différente en fonction du territoire concerné. Le tableau ici montre que les résultats d'une recherche bibliographique pour les territoires myocardiques, cérébrales et périphériques, portant sur les principales étapes de la séquence physiopathologique de l'athérothrombose. La structure de la plaque d'athérosclérose adulte est identique quel que soit le territoire. De même pour les phénomènes de remodelage. En ce qui concerne plus spécifiquement l'évolution athérothrombotique, les facteurs déterminant la vulnérabilité de la plaque, à savoir la réaction inflammatoire, l'infiltration macrophagique
ou la production des métalloprotéases, les accidents mécaniques sont les mêmes et l'occlusion totale thrombotique peut survenir quels que soient les territoires, de même que les emboles à distalité. Le diagnostic se fait tout d'abord par la récolte des antécédents personnels et familiaux de maladies cardiovasculaires, les facteurs de risque d'athérosclérose, ainsi que l'évaluation de l'état général et des comorbidités. Il faut savoir que la plupart des patients sont asymptomatiques, détectés soit par un index pression systolique qui est bas, soit par une abolition du pouls. Parmi ceux-ci, un sous-ensemble peut avoir une maladie grave sans symptômes, ce qui peut être lié à leur incapacité à marcher suffisamment pour révéler ces symptômes. Par exemple, un patient insuffisant cardiaque ou qui souffre d'une neuropathie diabétique. Donc, ce sous-groupe doit être qualifié d'AOMI masqué. Le symptôme le plus souvent rencontré dans cette pathologie est la claudication intermittente. C'est une douleur à type de crampe qui survient progressivement au cours de la marche dans un territoire musculaire précis, toujours le même pour le même patient. Elle augmente progressivement avec la poursuite de la marche. Son intensité oblige le patient à s'arrêter, ce qui détermine le périmètre de marche. La douleur disparaît rapidement à l'arrêt de l'effort. Son siège est variable selon le niveau de l'occlusion ou de la sténose. Cette douleur évolue et devient au repos. Elle est caractérisée par, elle est décrite comme une douleur à type de brûlure intense de l'avant-pied et des orteils, qui est elle aussi soulagée par la position assise, jambes pendantes, et elle traduit une ischémie critique. L'inspection va retrouver un membre qui est dépilé, une peau sèche, blanche et froide, avec un allongement du temps de recoloration. On peut aussi avoir des troubles trophiques, à savoir des ulcères artériels qui sont typiquement arrondis, bien limités, très douloureux, ou à un stade encore très avancé, une gangrène qui siège le plus souvent à l'extrémité d'un orteil ou un talon. Celle-ci peut être surinfectée. À ce moment-là, elle sera inflammatoire, mal limitée. La palpation soigneuse de tous les pouls de manière comparative et symétrique est une étape essentielle. Il ne faudra pas oublier les pouls tibio-postérieurs. Il faudra aussi ausculter les différents trajets artériels à la recherche d'un souffle. Donc, selon la gravité clinique, qui est liée au niveau et au degré d'obstruction artérielle et au développement plus ou moins important de la circulation collatérale, on va distinguer 4 stades. Le stade 1, qui est caractérisé par l'absence de symptomatologie fonctionnelle, mais une abolition d'un ou plusieurs pouls, traduisant l'oblitération d'un ou plusieurs troncs artériels. Le stade 2, qui est scindé en sous-groupes, traduit l'ischémie musculaire à l'effort, qui va se manifester par la claudication à la marche. Le stade 3, qui est une ischémie tissulaire permanente, le débit au repos à ce moment-là est limite, et en position debout, la pression hydrostatique assure une perfusion limite, mais lors du décubitus, celle-ci est insuffisante, ce qui va entraîner en fait ces douleurs de décubitus. Le stade 4 est un stade d'ischémie évoluée avec troubles trophiques et la gangrène. L'aggravation en fait de cette maladie va faire passer le malade par ces stades successifs. L'évolution est parfois accélérée par des complications aiguës à type de thrombose artérielle aiguë sur lésions sténosantes. La mesure de l'index de pression systolique est un point incontournable du diagnostic. Elle consiste à faire le rapport entre la pression systolique au niveau de la cheville, en la calculant au niveau soit de l'artère tibiale antérieure ou postérieure, sur la pression systolique humérale. Donc, elle a une spécificité et une sensibilité assez importantes. Ici, vous avez un tableau qui va venir interpréter ces mesures. Donc, une IPS inférieure à 0,9 signe l'AOMI. Quand elle est inférieure à 0,4, avec un retentissement sévère, c'est l'équivalent d'un syndrome coronaire aigu. La limite de l'IPS est la médiocalcose. Effectivement, sa sensibilité est plus faible chez les patients atteints de diabète, d'insuffisance rénale chronique en phase terminale ou une raison de calcification importante. Donc, il faudra recourir à des tests alternatifs tels que l'index orteil-bras ou une exploration écho-Doppler. Les patients présentant une IPS qui est limite ou une IPS normale, lorsque l'artériopathie est cliniquement suspectée, ceci n'exclut pas définitivement le diagnostic et il faudra aussi avoir recours à d'autres tests diagnostiques. Notamment, l'épreuve de Strandes, en fait, c'est un test sur tapis roulant. On fait marcher le patient avec une vitesse de 3 km/h sur une pente de 10%.
C'est un excellent outil pour l'évaluation fonctionnelle objective et le démasquage des sténoses modérées, ainsi que le suivi de la rééducation à l'effort. Il est aussi utilisé lorsque l'origine ischémique de la douleur des membres est incertaine. Donc, en fait, il faut savoir que chez un sujet normal, l'IPS après une épreuve de marche sera normalement plus élevé qu'au repos. Donc, toute chute d'IPS après la marche va venir confirmer le diagnostic. Le seuil a été décidé sur 20%. Donc, en fait, une diminution de l'IPS après l'exercice de plus de 20% va signer le diagnostic de l'AOMI. Une diminution de plus de 50% signe l'AOMI mal compensée et une indication à la revascularisation. Un autre test diagnostique qui est la mesure transcutanée de la pression d'oxygène. Donc, cette technique consiste en une indication valable pour étudier la perfusion cutanée. Elle est particulièrement intéressante chez les patients qui présentent une médiocalcose. Elle est surtout utilisée pour préciser un niveau d'amputation aussi. Chez les sujets sains, la valeur de la pression d'oxygène au niveau du pied est d'environ 60 mm de mercure. Une mesure supérieure à 35 mm de mercure témoigne d'une bonne compensation métabolique de l'artériopathie. Une valeur comprise entre 10 et 35 mm de mercure traduit la présence d'une hypoxie continue et une pression inférieure à 10 mm de mercure est la preuve d'une hypoxie critique. Le pronostic vital tissulaire est altéré à ce niveau-là. Donc ici, on vient résumer à peu près toute la stratégie diagnostique dont je viens de parler. Ici, vous avez le dépistage. Donc, il faut savoir que tous les patients qui sont âgés de plus de 50 ans avec au moins un facteur de risque ou au-delà de 70 ans sans facteur de risque, il faudra procéder à la mesure de l'index pression systolique. Et chez les patients l'examen clinique témoigne vraiment d'une AOMI, et chez qui l'IPS est limite ou normal, il faudra soit compléter par un test d'effort, soit faire la mesure de la pression d'oxygène. Si ces deux-là ne sont pas concluants, il faudra compléter par une échodoppler artérielle. Le début de la prise en charge repose tout d'abord sur un screening des comorbidités et des facteurs de risque chez ce patient, à savoir rechercher un diabète, une dyslipidémie ou encore une insuffisance rénale. Et nous arrivons à l'incontournable qui est l'échodoppler artériel des membres inférieurs. C'est l'examen de première intention qui va permettre d'étudier anatomiquement les lésions, de préciser leur topographie, l'étendue, la sévérité et diagnostiquer d'éventuelles complications. Il permet aussi une étude hémodynamique en Doppler pulsé en appréciant l'amortissement des flux en aval des lésions. Et il va aussi permettre d'apprécier la qualité de la circulation collatérale. Les limites de cet examen résident dans l'interposition aérique qui va gêner l'exploration de l'aorte abdominale, l'obésité. Lorsque les artères sont très calcifiées, de nombreux cônes d'ombre peuvent gêner l'examen, ainsi que les cicatrices opératoires. Ici, vous avez l'image d'une plaque qui est hypoéchogène et il faut se munir du Doppler couleur pour des fois pouvoir visualiser ces plaques-là. Ici, vous avez les différents critères pour un diagnostic de sténose. Il repose sur des signes directs et des signes indirects. Donc, les critères les plus reproductibles sont les critères vélocimétriques. Les critères planimétriques ne sont pas validés. Et il faut savoir que ces critères vélocimétriques ne sont pas aussi bien codifiés pour l'ensemble des artères des membres inférieurs qu'ils le sont pour l'axe carotidien. Donc, on va se baser sur la vitesse systolique maximale ainsi que le rapport des vélocités pour définir le degré de sténose de ces différentes artères. Ici, nous arrivons à l'analyse du flux qui est capitale. Donc, un Doppler normal, il faut savoir qu'il comporte une première onde systolique qui est positive, généralement de grande amplitude, suivie d'une deuxième onde protosystolique négative, dont l'amplitude est inférieure au 1/3 de la précédente. Enfin, une petite onde positive très faible, puis le retour au palier zéro. Une surcharge artérielle pariétale entraînera des turbulences et des accélérations de la vitesse du sang qui vont perturber ce tracé. Donc, il faut savoir que
lorsque la lésion va entraîner une sténose, au niveau, en fait, il y aura une disparition de cette petite onde négative, puis un élargissement et une diminution d'amplitude de la grande onde positive. Enfin, l'aplatissement complet de la courbe en cas d'occlusion. Un flux démodulé est caractérisé par une perte de ce caractère triphasique. Un flux amorti, quant à lui, se traduit par un allongement du temps de montée systolique, c'est-à-dire un temps de montée systolique qui est supérieur à 70 voire 100 mètres par seconde. Un flux ralenti en aval est un flux qui va se traduire par une diminution de la vitesse maximale systolique avec un temps de montée systolique qui restera plus ou moins normal. Ici, vous avez les images écho qui viennent illustrer ce qu'on vient de dire, à savoir l'aliasine, l'accélération ainsi que le ralentissement du flux en aval. Le diagnostic d'occlusion, quant à lui, repose sur l'absence de signal Doppler pulsé couleur ou énergie avec la présence de matériel intraluminal en échographie. Il faut savoir qu'aussi le Doppler en amont, vous aurez une diminution en fait, de cette onde négative postsystolique dont on avait parlé, avec en aval un amortissement de la courbe, plutôt un tracé monophasique comme vous le voyez ici. Il faut aussi connaître le piège des calcifications qui vont générer un cône d'ombre acoustique qui pourrait empêcher le recueil de ce signal. L'échodoppler artériel est indiqué chez les sujets asymptomatiques en cas d'anomalie clinique dans le cadre d'une surveillance. Pour le dépistage, il se fait tous les 5 ans en cas de diabète asymptomatique de plus de 20 ans d'évolution ou survenant chez un patient de plus de 40 ans. Dans le cadre du bilan d'autres localisations athéromateuses, chez les patients dialysés avant transplantation rénale et en cas d'antécédents personnels et familiaux d'AOMI. Il est indiqué chez les sujets asymptomatiques devant une claudication pour le diagnostic, la surveillance des lésions et en cas d'aggravation des symptômes. Et dans l'ischémie critique ou en préopératoire, il va permettre d'établir le bilan des lésions, d'orienter ou de compléter l'artériographie et d'aider aux décisions thérapeutiques. Il sera obligatoire aussi de faire une étude complète des artères au niveau jambier ainsi que les veines saphènes en cas d'éventuel comptage. Donc, pour résumer, un examen échographique est indiqué comme méthode d'imagerie de première intention pour confirmer les lésions d'AOMI. Une échodoppler, un angioscanner ou une angio-IRM sont indiqués pour la caractérisation anatomique des lésions d'AOMI et pour guider la stratégie de revascularisation optimale. Les données d'un examen d'imagerie anatomique doivent toujours être analysées conjointement aux symptômes et aux tests hémodynamiques avant la prise de décision thérapeutique. Et enfin, le dépistage d'un anévrisme de l'aorte abdominale par examen Doppler doit être envisagé. L'angio-IRM et l'angio-scanner sont systématiques en cas de revascularisation. Ils permettent une bonne analyse anatomique du lit d'aval et de la circulation collatérale. Sur cette plaque, vous avez un angioscanner de l'aorte et des artères des membres inférieurs qui montre des calcifications multiples et des sténoses iliofémorales, une occlusion de l'artère fémorale superficielle à ce niveau-là. Donc, l'avantage de l'angioscanner, c'est qu'il va permettre de visualiser des calcifications et les endoprothèses, une meilleure étude de la paroi afin de détecter d'éventuels anévrismes associés. Les inconvénients, ce sera une évaluation qui sera beaucoup plus limitée des axes jambiers en cas de médiacalcose. Ici, vous avez une plaque d'angio-IRM qui montre à gauche une sténose serrée de l'artère fémorale commune et à droite des sténoses multiples des artères iliaques, de la fémorale superficielle et des artères tibiales antérieures. L'avantage de l'angio-IRM, c'est qu'il a une parfaite innocuité qui va permettre d'évaluer ces réseaux jambiers en cas de médiocalcose. Par contre, les inconvénients, ce sera vraiment les artefacts et comme tout examen, il est très opératoire dépendant. L'angiographie, quant à elle, est réalisée par cathétérisme rétrograde. Elle fournit des données morphologiques et à moindre degré une information fonctionnelle, mais aucune information par contre sur les territoires périvasculaires. L'artéographie est maintenant essentiellement utilisée dans le bilan préthérapeutique lorsqu'une indication de revascularisation chirurgicale ou endovasculaire a été portée, d'après bien sûr les éléments cliniques et l'exploration échodoppler.
Et bien sûr, elle n'est pas sans risque. Les principales morbidités sont les hématomes au point de ponction, les embolies de cholestérol et le risque de tubulonéphrite lié à l'injection d'iode. Comme on a vu dans la physiopathologie, l'AOMI est très souvent associée à d'autres localisations athéroscléreuses, réalisant le tableau de l'artériopathie plurifocale, qui est défini alors comme la présence simultanée de lésions athéroscléreuses cliniquement significatives dans au moins 2 territoires vasculaires majeurs. Donc, l'AOMI est associée dans 25 à 70% à une coronaropathie, dans 14 à 19% des cas à une sténose carotidienne et dans 10 à 23% des cas à une sténose des artères rénales. Après diagnostic de l'AOMI, la recherche systématique des autres localisations de l'athérosclérose n'est pas systématique. Le dépistage d'une coronaropathie avec ECG est recommandé chez tous les patients mais par contre, avec le test d'imagerie de stress, il ne sera proposé qu'aux patients qui auront plus de 2 des éléments suivants, à savoir une coronaropathie, une insuffisance cardiaque, AVC ou AIT, une néphropathie chronique ou un diabète sous insuline. Il n'y a pas de recommandation sur le dépistage des autres localisations. De ce fait, la recherche des signes cliniques en rapport avec ces lésions est importante et des examens complémentaires pourraient être nécessaires en cas de doute. Le dépistage des lésions asymptomatiques peut être intéressant dans certains cas. C'est le cas des patients qui vont avoir un pontage coronaire, chez lesquels la mesure de l'IPS peut être envisagée, en particulier lorsque prélèvement d'une veine saphène est prévu. Il faut savoir que fait, le maintien d'une pression artérielle moyenne adéquate et la surveillance de la saturation périphérique en oxygène chez les patients avec une ischémie chronique menaçant les membres sont fortement recommandés pendant la circulation extracorporelle. En post-opératoire, il faudra aussi penser à une surveillance clinique active et nécessaire pour diagnostiquer à temps le syndrome des loges, potentiellement causé par une lésion d'ischémie-reperfusion au cours de cette circulation extracorporelle. En l'absence de preuves, le dépistage systématique de sténose de l'artère rénale chez les patients atteints d'AOMI n'est pas recommandé, sauf dans certains cas qui sont résumés ici, à savoir par exemple l'apparition d'une HTA avant l'âge de 30 ans, une HTA sévère avant l'âge de 55 ans associée à une insuffisance rénale ou cardiaque, une hypertension avec un bruit, un souffle abdominal, ou encore une HTA qui est résistante à un traitement qui inclut un diurétique et un minéralocorticoïde, ou par exemple l'aggravation de la fonction rénale après introduction d'un inhibiteur du système rénine-angiotensin. Donc, chez les patients AOMI nécessitant une revascularisation coronarienne, le traitement de la coronaropathie est généralement prioritaire, sauf en cas d'ischémie chronique menaçant le membre inférieur. En cas d'angioplastie, l'axe artériel radial doit être privilégié. Si celui-ci n'est pas possible et que l'approche fémorale est nécessaire, une évaluation pré-interventionnelle des artères fémorales communes et iliaques doit être réalisée afin de minimiser le risque d'ischémie, d'embolisation et d'identifier le meilleur emplacement pour la ponction artérielle. Chez les patients subissant un pontage avec AOMI avancé, la grande veine saphène doit être épargnée dans la mesure du possible, car le succès ultérieur de la revascularisation artérielle périphérique dépend fortement de la disponibilité d'un nombre suffisant de segments veineux autologues. De plus, le prélèvement de cette veine saphène peut être associé à des retards de cicatrisation et des risques de surinfection. Devant toute claudication des membres inférieurs, il faut savoir qu'un tiers ne sont pas d'origine artérielle. Nous pouvons à ce moment-là faire face à une claudication veineuse post-phlébitique, des claudications neurologiques d'origine médulaire ou le syndrome du canal lombaire étroit, ou encore des claudications rhumatologiques, à savoir des sciatalgies, coxarthrose, rhumatisme inflammatoire. Devant des troubles trophiques, nous pouvons aussi faire face à des ulcères veineux qui sont de siège malléolaire interne et peu douloureux, ou encore des malperforants plantaires qui siègent au niveau des points d'appui qui sont indolores et qui surviennent sur un terrain de neuropathie. Les complications de l'AOMI
vont être résumées dans cette plaque. Donc, la plus urgente est l'ischémie aiguë des membres inférieurs, qui est une urgence de revascularisation. Et je pense qu'elle a déjà été traitée dans un autre cours. Nous avons aussi les micro-emboles distales qui vont venir détruire le lit d'aval, l'anévrisme de l'aorte et de ses branches, ou encore les troubles trophiques avec le risque de sepsis. Nous arrivons au volet thérapeutique qui a pour objectif de prévenir le risque de complications cardiovasculaires et d'accidents thrombotiques, de freiner l'évolution de la maladie athéromateuse et d'améliorer les symptômes et la qualité de vie. Donc, le traitement comporte plusieurs volets portant d'abord sur la modification du mode de vie, la maîtrise des facteurs de risque, le traitement médical, la thérapie d'exercice, le traitement interventionnel et finalement le traitement chirurgical. Donc, la modification du mode de vie est un élément fondamental. Elle repose sur l'arrêt impératif du tabac, vu que les patients artériques qui continuent de fumer ont un risque accru d'amputation, de complications post-opératoires et de mortalité post-opératoire, sans oublier bien sûr les complications cardiaques. L'activité physique régulière qui est indispensable puisqu'elle augmente le périmètre de marche et le développement de la circulation collatérale. L'alimentation saine et la perte de poids avec pour objectif un indice de masse corporelle inférieur à 25 kg par mètre carré sont d'un bénéfice crucial. D'ailleurs, ils sont indiqués en classe 1 chez tous les patients avec AOMI selon les recommandations de l'ESI. La maîtrise des facteurs de risque et mesures générales sont toujours indiquées, avec nécessité d'un traitement de l'hypertension artérielle ciblant des chiffres tensionnels inférieurs à 140-90 mm de mercure, d'un contrôle glycémique strict chez les patients diabétiques et d'un traitement systématique des dyslipidémies. Il faut prévenir aussi les troubles trophiques et les ulcères de jambes en évitant les traumatismes par le port de chaussures adaptées ainsi qu'une bonne hygiène des pieds, sans oublier la vaccination antitétanique. Donc en ce qui concerne les statines, elles sont recommandées chez tous les patients atteints d'AOMI, symptomatiques ou non. Donc, ces molécules diminuent le risque de mortalité, d'événements cardiovasculaires et d'AVC. Dans l'étude HPS, The Heart Protection Study, 6748 patients avaient une AOMI. À 5 ans de suivi, la simvastatine permettait une diminution de 19% du risque relatif et de 6,3% du risque absolu d'événements cardiovasculaires majeurs. Au-delà des évidences de l'efficacité des statines sur la réduction de la morbimortalité des patients avec AOMI, sur une méta-analyse englobant 43 essais randomisés, il a été démontré que l'effet des statines pouvait induire une augmentation du périmètre de marche allant jusqu'à 163 mètres. Tous ces effets bénéfiques expliquent que les statines sont recommandées de façon systématique chez tous les patients, avec comme objectif un taux de LDL cholestérol inférieur à 0,7 g par litre, voire une diminution de plus de 50% si les valeurs de base sont entre 0,7 et 1,35. Il faut savoir que les anti-PCSK9 peuvent être aussi associés si l'objectif est non atteint avec les statines seules. L'hypertension artérielle, quant à elle, comme on l'a dit au tout début, elle multiplie par 2 à 3 le risque d'AOMI. Donc, tous les traitements antihypertenseurs sont efficaces dans la réduction du risque cardiovasculaire. Néanmoins, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont une classe thérapeutique privilégiée. Ainsi, dans l'étude HOPE, les IEC, en l'occurrence le ramipril, a permis une diminution significative des événements cardiovasculaires de 25% chez les patients avec AOMI symptomatique, justifiant leur recommandation comme traitement de première intention. À noter que l'utilisation des IEC doit être associée à une surveillance rapprochée de la fonction rénale en raison de la fréquence accrue des sténoses associées des artères rénales chez l'artérique de l'ordre de 15%. Toujours dans le traitement antihypertenseur, il faut rappeler que les bêta-bloquants ne sont pas contre-indiqués en cas d'AOMI au stade de claudication. En particulier, sur leur prescription est nécessaire en cas de coronaropathie. Ils ne sont contre-indiqués qu'au stade d'ischémie permanente, à savoir le stade 3 ou 4. Ainsi, une méta-analyse comportant 11 études randomisées a démontré que les bêta-bloquants ne diminuaient pas le périmètre de marche et n'aggravaient pas les symptômes des patients claudiquants avec atteinte modérée à moyenne des artères périphériques. De plus, après un suivi de 32 mois sur 490 patients avec antécédent d'infarctus du myocarde, les bêta-bloquants permettaient une diminution significative de 53% du risque relatif de nouvel événement coronaire. Donc, cette crainte des bêta-bloquants dans l'AOMI est basée sur des arguments pharmacodynamiques,
notamment la vasoconstriction engendrée par le blocage des récepteurs bêta-2 adrénergiques. Donc d'ailleurs, ce raisonnement pharmacologique a conduit au développement des molécules sélectives des récepteurs bêta-1, à savoir le métoprolol, le céliprolol et le nébivolol. Ces deux derniers stimulent aussi les récepteurs bêta-2 et bêta-3 qui sont responsables d'une vasodilatation. Les agents antiplaquettaires sont utilisés pour la prévention secondaire des événements cardiovasculaires chez les patients atteints d'AOMI symptomatiques. Par contre, il n'y a pas de bénéfice prouvé dans l'AOMI isolée asymptomatique. Cette méta-analyse portant sur plus de 100 000 participants ne retrouve pas d'effet bénéfique de l'aspirine sur la mortalité cardiovasculaire en cas d'AOMI asymptomatique. Par contre, elle accroît le risque hémorragique chez cette population. Il faut noter que chez les patients qui ont une indication au traitement anti-agrégant plaquettaire, le clopidogrel est préféré à l'aspirine. Ceci a été démontré dans l'étude CAPRI, qui est une grande étude randomisée incluant 19 185 patients avec un antécédent récent d'IDM ou d'AVC ou d'AOMI, comparant le clopidogrel à l'aspirine. Point très important, l'exercice physique. Celui-ci est indiqué chez les patients avec claudication intermittente et après une revascularisation réussie d'une ischémie chronique. Donc, sur le plan technique, le programme d'exercice comporte au minimum 3 séances par semaine d'une durée initiale de 30 minutes qui augmente progressivement jusqu'à 50 minutes. Donc, l'exercice supervisé est plus efficace que l'exercice sans surveillance, même si ce dernier reste une alternative utile. Le patient devra être informé et stimulé à la marche quotidiennement au-delà de son seuil de douleur. Des résultats appréciables sont souvent observés après seulement quelques semaines d'entraînement. Le plus souvent, une amélioration du périmètre de marche et de la tolérance à l'effort est visible dans un délai de 3 à 6 mois. Toutefois, il est important d'encourager le patient à continuer son entraînement de manière régulière, car en cas d'arrêt de l'exercice, il perdrait les bénéfices acquis. Cette amélioration est expliquée par l'effet favorable sur les facteurs de risque cardiovasculaire, l'effet anti-inflammatoire, l'augmentation du nombre de queues latérales et l'amélioration de la fonction endothéliale. Les techniques endovasculaires occupent aujourd'hui une place importante dans le traitement de l'AOMI. Pratiqué isolément ou en complément de la chirurgie, le traitement interventionnel reste de manière schématique le traitement de choix en première intention des lésions localisées pour lesquelles l'alternative chirurgicale serait lourde. Pour l'angioplastie, il existe typiquement 3 indications. La claudication limitant les activités de la vie quotidienne et ne répondant pas au traitement conservateur, l'ischémie critique et l'ischémie aiguë. Sur cette figure, nous avons une occlusion courte de l'artère iliaque primitive droite qui a été traitée par recanalisation endoluminale avec pose de stent. L'angioplastie a ballonné la technique endovasculaire de base pour le traitement de l'AOMI. Les ballons actifs à élution médicamenteuse réduisent le risque de rosténose. La pose d'un stent améliore la perméabilité à long terme, particulièrement pour les sténoses longues et ou calcifiées. Elle peut être mise en place d'emblée ou en cas de résultats imparfaits ou de complications, à savoir des occlusions ou dissections, lors d'une angioplastie au ballon. Il existe 2 types de stents, les stents en acier monté sur ballon et des stents auto-expansifs appelés stents en nitinol. Il faut savoir que la pose de stent est pourvoyeuse de complications. Comme ici, on voit une fracture de stent qui est située au niveau de l'artère poplitée. Il faut savoir que la zone la plus concernée est juste au-dessus de l'interline articulaire et non au niveau de l'interline. À ce niveau-là, l'artère est fixe et en rétro-articulaire, elle est très courte de 2 à 3 cm. Donc, c'est vraiment cette zone en sus-articulaire qui est la plus à risque de fracture. Nous avons aussi les sténoses de stent. Il faut savoir que les stents au niveau des membres inférieurs sont soumis à plusieurs contraintes mécaniques, en dehors bien sûr des facteurs prédictifs de rosténose. On a des facteurs qui sont liés aux patients, notamment le diabète, l'insuffisance rénale, qui est liée à des lésions, la longueur au-delà de 15 mm, c'est beaucoup plus pourvoyeur de sténose de stent, sur des lésions occluses ou calcifiées, nous avons aussi des facteurs liés à la procédure, à savoir un résultat final insatisfaisant avec un degré de sténose résiduelle qui reste élevé.
beaucoup de zones d'overlapping de stent et une mauvaise expansion du stent. Je vais m'attarder un tout petit peu sur le diagnostic des sténoses de stent à l'écho-Doppler parce que celui-ci est complètement différent du diagnostic de sténose sur artère native. Il faut savoir que les sténoses intrastentes sont recherchées en écho-Doppler de l'anastomose proximale à l'anastomose distale et non au site de sténose. Donc la particularité, c'est que en fait, pour pas retenir toutes ces informations, ce qui a été retenu, c'est qu'une pression systolique supérieure à 275 cm par seconde avec un rapport des vélocités supérieur à 3,5 signe une sténose de stent. Il faut savoir qu'il est très important de faire une écho après angioplastie, car en cas de sténose résiduelle d'à peu près 50%, on aura une 15% de perméabilité de stent à une année. Pour ce qui est des resténoses, donc les stents de deuxième génération ont changé la donne. Ils ont une meilleure flexibilité, donc avec une diminution importante du taux de sténose et de fracture. Donc ces derniers demeurent les plus utilisés à l'étage fémoro-poplité. En fait, ils ont une mémoire de forme thermique qui leur donne beaucoup plus de résistance au stress mécanique. Donc, après une compression externe, ils ont la capacité de reprendre leur forme. Autre avancée dans les procédures endovasculaires, on a ce qu'on appelle les cutting balloons. C'est en fait des ballons d'angioplastie munis de micro-lames de bistouri qui sont destinés à faire céder les plaques les plus fibreuses et qui sont habituellement résistantes à l'angioplastie simple. Et encore en bas, la plus grande révolution a été l'angioplastie sous-intimale, qui est utilisée pour les lésions réputées inaccessibles à l'angioplastie simple. Donc, cette technique vise à rediriger le flux artériel vers un chenal sous-intimal créé par angioplastie et remis en communication avec la lumière artérielle native une fois la lésion franchie. Donc, cette recanalisation sous-intimale est particulièrement performante sur les lésions longues et à l'étage jambier, situation où l'angioplastie transluminale classique est souvent en défaut, et permet aussi à un trouble trophique de cicatriser chez de nombreux malades, souvent diabétiques, jugés inaccessibles aux techniques habituelles. L'endartériectomie est la technique chirurgicale la plus anciennement proposée pour le traitement des lésions occlusives aorto-iliaques. Elle consiste le plus souvent à ouvrir longitudinalement l'artère pathologique au niveau de la lésion athéroscléreuse et à effectuer l'ablation de la plaque afin de rétablir une lumière artérielle satisfaisante. Donc, en pratique courante, les indications se limitent le plus fréquemment aux lésions occlusives de l'artère fémorale commune et de ses branches de bifurcation. L'un des intérêts majeurs de la technique à ce niveau est vraiment la préservation et la restauration de précieuses branches collatérales qui sont soit destinées aux organes intra-abdominaux ou à la distalité des membres en cas d'occlusion fémoro-poplitée sous-jacente. Le pontage artériel correspond à la création d'un court-circuit des sténoses en dirigeant le sang depuis une zone saine localisée en amont de la lésion d'athérosclérose vers une zone saine localisée en aval au niveau d'un territoire concerné par l'ischémie. Donc les pontages anatomiques suivent le trajet natif de l'artère. Les pontages entre l'aorte sous-rénale et les artères iliaques ou fémorales sont effectués à l'aide de prothèses synthétiques. Ces prothèses peuvent également être utilisées avec des résultats comparables à ceux des veines saphènes autologues lors des pontages fémoro-poplités sus-articulaires. Les pontages infra-inguinaux et franchissant le pli de flexion du genou ont les résultats les plus satisfaisants à moyen et à long terme lorsqu'une veine saphène a été utilisée. Donc ici, pour les indications des traitements chirurgicaux et endovasculaires, nous avons l'ensemble des recommandations du groupe de travail transatlantique Inter-Society Consensus, donc qui vient en fait en fonction des caractéristiques des lésions stadifier celles-ci et proposer un traitement. Mais il faut savoir que vraiment le choix du traitement repose toujours sur plusieurs données, à savoir l'état général du patient, ses choix, ce que le chirurgien maîtrise et ce qui est faisable aussi. Donc, pour résumer, le plus important à retenir est que le stenting au niveau des lésions aorto-iliaques primaires est préférable au stenting sélectif en cas de lésion aorto-iliaque. Donc, dans cet essai,
L'implantation primaire d'un stent auto-expansible était associée à un meilleur pronostic anatomique et clinique que l'angioplastie au ballonnet seul. Effectivement, ces stents auto-expansibles doivent concerner essentiellement les lésions longues chez les patients qui gardent une gêne handicapante malgré un traitement médical optimal et chez lesquels le pontage n'est pas encore indiqué. En ce qui concerne les lésions fémoro-poplitées, les pontages avec des greffons veineux restent la technique de revascularisation la plus durable. Mais l'étude récente Bypass Surgery versus Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg montre que les taux d'amputation sont similaires dans les groupes traités par angioplastie ou chirurgie pendant au moins les 2 premières années. Donc, s'il n'y a pas de menace sur la viabilité, on n'a pas tendance à prendre une veine en sous-articulaire, car en fait, on préfère la garder pour une ischémie critique en dessous du genou. Je vais revenir sur un point très important avec cet essai, l'essai CLEVER, Claudication Exercise versus Endoluminal Revascularization, qui a randomisé 1111 patients présentant des lésions aortoiliaques, soit sous traitement médical seul, soit en association avec une thérapie d'exercice supervisée ou après pose d'instinct. Donc, en fait, on a remarqué qu'à 6 mois, les modifications de la distance de marche maximale étaient les plus importantes avec la thérapie par exercice supervisé et qu'à 18 mois, la différence en termes de temps de marche maximale n'était pas statistiquement différente entre la thérapie par l'exercice supervisé et la pose de stent. En ce qui concerne la gestion du traitement après revascularisation, donc chez les patients qui ont une anémie sans indication au traitement anticoagulant, à savoir pas de FA, pas de prothèse mécanique, donc ceux qui ont été traités chirurgicalement par pontage infrainguinal, une monothérapie anti-agrégante plaquettaire seule est recommandée. Il est également possible, en cas de pontage infrainguinal par veine autologue, d'utiliser un anticoagulant oral seul. En cas de revascularisation endoluminale, donc une double antiagrégation plaquettaire par aspirine et clopidogrel est indiquée pendant le premier mois. Et puis, on switchera vers une mono-antiagrégation plaquettaire au long terme. Concernant les patients qui ont une anémie associée à une indication de traitement anticoagulant oral, donc chez les patients revascularisés par chirurgie, l'anticoagulant oral seul est recommandé. Et après intervention percutanée, lorsque le risque hémorragique est bas, un double traitement thrombotique par anticoagulant oral et antiagrégant plaquettaire est indiqué pendant 1 mois. Ensuite, une anticoagulation orale seule est recommandée, sauf en cas de risque ischémique élevé, ou en présence d'une autre indication ferme de traitement anti-agrégant plaquettaire, notamment en cas d'antécédent de thrombose de stent. Si, au contraire, le risque hémorragique est élevé, une anticoagulation orale seule est recommandée. Donc ici, on vient résumer à peu près tout ce qu'on vient de dire sur la stratégie thérapeutique au stade de claudication intermittente. Donc il faut savoir que si cette claudication ne vient pas altérer la qualité de vie du patient, l'exercice et le traitement médical seuls sont suffisants. Mais si celle-ci vient entraver l'activité quotidienne du patient, en fonction de son état général et de la localisation de la lésion, on pourra lui proposer un certain nombre de thérapeutiques. Si par exemple la lésion est courte et qu'elle ne touche pas l'artère fémorale commune ni la profonde, on ira plus vers un traitement endovasculaire. Si au contraire l'artère fémorale commune est touchée et notamment l'artère fémorale profonde, on proposera en association si possible au traitement endovasculaire, une endartérectomie ou un pontage court. Si la lésion est située au niveau fémoro-poplité, nous pouvons utiliser l'angioplastie pour des lésions sténotiques et occlusives allant jusqu'à 25 cm. Au-delà de 25 cm, il faudra un peu plus penser au traitement chirurgical. Ici, nous résumons la stratégie thérapeutique au stade de l'ischémie chronique menaçant le membre inférieur. Je rappelle que celle-ci concernait la claudication intermittente et celle-ci concerne l'ischémie chronique qui menace le membre inférieur. Donc, un nouveau système de classification a été proposé pour l'évaluation initiale de ces patients. Il se base sur la présence et l'étendue des signes en rapport avec la perte de tissu, l'ischémie et l'infection. Donc, ce score va venir estimer le risque d'amputation à 1 an et donc de nécessité urgente à une revascularisation allant de très bas à très élevé.
Donc, selon la localisation, l'étendue des lésions, la disponibilité de la grande veine saphène et les comorbidités, un traitement endovasculaire et un pontage est indiqué. Au stade de nécrose irréversible ou après échec de revascularisation, une amputation est indiquée et peut être précédée d'une revascularisation afin d'améliorer la cicatrisation. Donc, je vais passer vers un cas clinique assez rapidement. Ici, nous avons un patient âgé de 70 ans qui est tabagique chronique, sans antécédent particulier, donc qui a été admis pour décompensation aiguë sur AOMI du membre inférieur droit avec notion de claudication intermittente des membres inférieurs. Ce patient s'est présenté dans un tableau de douleur aiguë avec impotence fonctionnelle du membre droit, un membre froid avec abolition des pouls tibiaux. Associé aussi à une hyposthésie des orteils. Donc, l'échographie Doppler artérielle a été faite à titre externe, malheureusement, avant que le patient ne soit traité. Donc, qui avait montré un aspect d'AOMI avec une sténose de la portion susarticulaire de l'artère poplitée droite, avec une mauvaise distalité du trépied jambier. On va un peu plus se concentrer sur l'enjeu scalaire. Donc, celui-ci montre une thrombose courte de l'artère fémorale superficielle droite, une thrombose distale de l'artère tibiale antérieure gauche, ainsi qu'une sténose moyenne serrée de l'artère superficielle gauche. Donc, ce patient a bénéficié d'une désobstruction artérielle par sonde de Fogarty à l'aveugle. La problématique, bien sûr, mise sous traitement statine antiagrégant. La problématique, c'est que ce patient a gardé une douleur. Donc, on avait réalisé une écho-Doppler juste après, qui, comme vous le voyez, avait montré une dissection de l'artère fémorale superficielle. La conclusion en fait de ce cas clinique, c'est que tout d'abord, la désobstruction artérielle passante de Fogarty ne doit jamais être faite à l'aveugle. Là, on voit bien que ça a entravé l'artère fémorale superficielle. Et deuxièmement, peut-être que si ce patient avait été diagnostiqué d'AOMI, mis sous traitement avec une thérapie d'exercice supervisée, on aurait pu éviter cette complication. J'ai essayé, voilà, enfin, on arrive à la fin. J'ai essayé pendant toute la présentation de vraiment me focaliser sur les points importants, mais je vais quand même les rappeler ici. Donc, il faut savoir que la plupart des patients atteints d'AOMI sont asymptomatiques. La capacité de marche doit être évaluée pour détecter une AOMI cliniquement. Et il faut savoir que même les patients asymptomatiques atteints d'AOMI présentent un risque cardiovasculaire qui reste élevé. L'index pression systolique est indiqué comme test de première ligne pour le dépistage et le diagnostic d'AOMI. L'écho-Doppler artériel est la première méthode d'imagerie. Chez les patients souffrant de claudication intermittente, la prévention cardiovasculaire et l'entraînement physique surtout sont les pierres angulaires de la prise en charge. Le traitement antiagrégant plaquettaire est indiqué chez les patients atteints d'AOMI symptomatique seul, contrairement aux traitements antihypertenseurs et aux statines. Les données des tests d'imagerie anatomique doivent toujours être analysées avec les symptômes et les tests hémodynamiques avant la décision de traitement. Le choix de traitement entre traitement endovasculaire et chirurgical nécessite une approche multidisciplinaire. L'ischémie aiguë des membres avec déficit neurologique nécessite une revascularisation urgente et il faut toujours garder en tête la maladie artérielle multisite en recherchant les signes cliniques d'autres localisations vasculaires. Voilà. Merci d'avoir suivi ce cours et si vous avez des remarques ou des questions. Merci.